Bonjour à tous, c'est Rémi au micro pour un épisode très spécial du podcast officiel du concours Eurovision, puisque c'est le tout premier épisode en français. Et oui madame, les Français adorent l'Eurovision, on a gagné 5 fois, 50 ans la dernière fois, mais c'est pas grave, et il était temps qu'on fasse un épisode en français. Nous avons avec nous l'artiste avec lequel la nation entière espère apporter la 6e coupe à la maison. C'est une gigastar en France, aucun de ses albums n'a fini sous la première place des charts, les médias et autres télécrochets se l'arrachent, et pas une de ses dates de tournée n'est pas sold out. Découvrons ensemble l'artiste portant les couleurs du drapeau tricolore. Il interprétera Mon Amour. Je vous présente Slimane. Slimane, bonjour et bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu ? Bonjour, merci pour cette belle présentation. Toujours, c'est important. Je vais super bien. Comment ça se passe à Malmö ? Tout va bien ? Franchement, super, à part beaucoup de vent. Et, oui. Mais genre, c'est pas un petit peu, genre, c'est la tempête dehors un peu. Bourrasque. Ouais, mais sinon, franchement, super bien. Ok, donc j'ai quelques questions à te poser. Tu as été le premier artiste à être annoncé cette année. L'année dernière actuellement. Es-tu content d'être enfin sur la scène de l'Eurovision ? Ouais, je suis très content, ça commençait à faire long. Comme tu l'as dit, on a été les premiers à sortir la chanson, à dire que j'allais faire l'Eurovision. Donc du coup, il s'est passé vraiment beaucoup de mois entre l'annonce et aujourd'hui. Donc là, ouais, il était grand temps que ça commence. Super. Et comment tu t'es préparé pour la performance ? Beaucoup de répétitions, beaucoup de réflexions surtout avec les gens avec qui je travaille, notamment Zach Chris qui est mon directeur artistique sur la prestation, et Yakov et Meir Salah avec qui j'ai fait la chanson et avec qui on a préparé l'orchestration aussi de cette prestation. Donc ouais, non, beaucoup de boulot, beaucoup de taf, et moi j'ai eu la chance aussi de travailler un peu ce truc-là aussi en tournée. Donc comme je chante mon amour chaque soir de ma tournée, ça nous a aussi pas mal aidé à trouver des nouveaux trucs, à chercher, à voir ce qui marchait moins, donc c'est cool. Combien de temps ça dure la préparation d'une mise en scène comme ça ? Pour moi, en fait, on a commencé à penser à la mise en scène vraiment, genre peut-être une semaine après qu'on a annoncé qu'on faisait l'Eurovision. C'était important. On a eu 10 000 idées, on a essayé 10 000 choses. Et pour, au final, bizarrement, finir avec quelque chose de très minimaliste. Mais on est passé par toutes les étapes, des danseurs dans nos têtes, du feu, du vent, de l'eau. Mais c'est cool parce qu'on a pu, en tout cas, imaginer, penser et au final revenir à quelque chose de minimaliste, quelque chose de sobre, je crois qui me correspond bien. Et comment tes proches ont réagi quand tu leur as annoncé que tu allais représenter la France à l'Eurovision ? Non, ils m'ont dit que c'était cool, que j'étais un peu fou, parce que un peu comme le public, quoi. Il y a plein de gens qui comprenaient pas trop pourquoi j'avais accepté de le faire. Mais moi, je suis trop content, quoi. Je suis un fan et je regrette pas du tout. Et de vivre cette expérience-là, surtout depuis qu'on est à Malmö, ça me prouve juste que j'ai eu raison de dire oui. Et justement, comment tu vis le fait de faire l'Eurovision en tant qu'un des plus gros artistes de la scène francophone ? Ça permet de garder les pieds sur terre, parce que finalement, moi, je suis pas du tout connu en Europe. Donc même quand on a été faire les pré-parties et tout ça, c'était un peu tout recommencer de A à zéro, quoi. Les gens me reconnaissent pas, m'attendent pas non plus spécialement, en tout cas pas plus qu'un autre. Mais je trouve ça bien, ça met du challenge dans tout ça, et ça m'a permis d'avoir aussi, je sais pas, un truc de bon, ok, ça recommence, là, faut tout redonner, je sais pas, voilà. Ouais, ça m'a re-challengé, c'était cool. Et quelles sont tes influences musicales ? Oula, j'écoute de tout, franchement, ça va de la soul au rail, à la pop, en passant par la variété française. Après, je suis pas quelqu'un qui écoute systématiquement et forcément les nouvelles musiques qui viennent de sortir, etc. J'aime plutôt découvrir en plus des artistes. Je sais pas, des fois, voilà, ça m'arrive de découvrir un artiste mais qui est sorti il y a 5 ans et je suis trop content à dire à mes potes, il faut l'écouter, alors que le truc il date depuis 100 ans. Mais en tout cas, quand je découvre, j'aime aller écouter plusieurs titres et m'intéresser vraiment à ce que l'artiste fait. Et t'as déjà regardé l'Eurovision avant ? Bien sûr. C'est quoi tes premiers souvenirs ? Souvenirs, il y en a plein. Il y a Conchita Wurst déjà. C'est un des plus. Même son titre, c'est un de mes préférés. Forcément, j'ai grandi avec les images de Céline Dion à l'Eurovision, Lara Fabian, Patrick Fiori. En plus, c'est des gens, pour Lara et Patrick, avec qui j'ai eu l'occasion même de travailler. C'est devenu mes amis, je travaillais avec eux. Donc non, c'est cool. Et puis, je suis pote avec Bilal, avec Barbara. Donc, c'est une émission c'est un concours même que j'ai longtemps suivi. Et en plus, voilà, comme j'avais des potes qui y passaient à chaque fois, j'avais un œil très intéressé. Donc, on sait tous que la mode est fondamentale à l'Eurovision. Quelles sont tes influences et comment tu as choisi ta tenue ?
Oh, ben déjà, j'ai la chance de travailler avec un génie, quoi. Il est considéré comme un génie dans le milieu de la mode. C'est Charles de Villemorin, en fait. C'est un petit jeune qui vient de commencer. Quoi, petit jeune, non, mais en tout cas, il commence. On l'appelle déjà le nouveau Saint-Laurent. Franchement, j'étais très, très surpris qu'il accepte de partir avec moi sur cette aventure. Déjà, parce que c'est rare que la mode se mélange avec les artistes populaires. Et en plus de ça pour l'Eurovision, donc franchement, je suis très content. Et donc c'est lui qui a fait ma tenue. On voulait pas d'un truc trop, quoi, ça, c'est comme la prestation, quoi. On voulait un truc assez minimaliste, simple, mais qui fonctionne et qui soit dans les petits détails. En fait, c'est des détails qu'on voit pas trop, mais qui font, je crois, toute la différence. Et voilà. Et comme inspiration, on avait un peu un bail de Pirates des Caraïbes, mais version white. Oli du Royaume-Uni a 2 chats, Fanta et Sprite. Raven de la Slovénie a un perroquet prénommé Georgie. Et Bessa a secouru 6 chiens errants. Est-ce que tu as des animaux? J'ai cru entendre hier. Ouais, les 2. j'ai 2 chiens. J'ai un husky et un pomsky. Le husky s'appelle Lune et mon pomsky s'appelle Naman. Ok, trop bien. Et tu t'es fait des amis, j'imagine, pendant cette aventure? Ouais, grave, je suis même très content. Je suis particulièrement pote avec Bessa de l'Albanie, qui représente l'Albanie, avec Nemo aussi, avec Musti. Ouais, on a même déjà une grosse soirée à notre actif. Très bien, très bien. À Amsterdam, on s'est très bien amusé. Mais ouais, non, c'est cool. C'est aussi pour ça que j'ai accepté de faire l'Eurovision. C'est pour rencontrer des gens, voir de nouveaux artistes avec des nouvelles vibes, des nouvelles énergies. Et il n'y a pas de... tu vois, j'étais encore avec Luna là, qui a repris ma chanson pendant le concours, alors qu'elle fait le concours aussi. Il n'y a pas cet esprit-là de compétition. Il y a vraiment un truc de partage, d'échange. Et je crois qu'à la base de base, c'est vraiment ça l'Eurovision. Donc c'est cool parce qu'on a, je pense, vraiment l'essence de ce qu'est l'Eurovision cette année avec les participants. On voit à la fin de ta performance que tu t'éloignes du micro pour crier. Comment tu prends soin de ta voix? Je crie, c'est méchant. Tu chantes. Non, mais je crie aussi, mais j'assume. Pour moi, ça fait partie intégrante du chant, en fait. Non, c'est pas après que je prends soin, c'est surtout avant. Je fais très attention à me chauffer la voix, à pas prendre froid. Bon, ça fait un peu diva, mais c'est vraiment ça. Et ouais, non, j'ai une vraie chauffe qui me permet de pas me faire mal et de pouvoir continuer sur la longueur, quoi. La France est derrière toi, j'imagine que tu es proche aussi. Est-ce que tu sais ce qu'ils font le soir de la finale? Alors, mes amis, ils ont déjà prévu une soirée pizza devant l'Eurovision. Ma famille, de leur côté, pareil. J'espère que ma fille, elle dormira pas et qu'elle pourra me voir. Sinon, je lui montrerai le replay. Donc, non, ouais, je pense que les gens vont se réunir. Et c'est aussi ça qui est beau. Moi, ça me plaît d'imaginer que ce jour-là, le 11 mai en France, il va y avoir des amis, des familles qui vont se réunir pour regarder ce concours, cette émission et potentiellement être derrière moi et qui vont avoir envie que je gagne, j'espère en tout cas. Et ouais, non, c'est ça aussi, c'est pour ça aussi que je le fais, c'est pour créer ce genre de moments, de souvenirs qui restent. Ah, merci beaucoup Slimane. Merci à vous. On te souhaite le meilleur pour l'Eurovision et à très bientôt sur le podcast officiel de l'Eurovision. Merci. Salut, c'est Rémi, de retour au micro du podcast officiel de l'Eurovision. J'étais avec Slimane, représentant de la France, et vous écoutez un épisode spécial français. Il était donc normal qu'on passe par la Belgique, qui cette année est représentée par Musti et son titre « Before the Party's Over ». Bonjour Musti, comment vas-tu? Ça va bien Rémi, un peu fatigué normalement, et là tu l'entends ma voix aussi, j'ai un problème d'airco dans ma chambre d'hôtel, donc je dois absolument l'éteindre pour que ma voix redevienne normale. Non mais ça va, franchement ça va, je suis content, 2e répète hier, c'était déjà mieux, je suis un peu plus serein. Aujourd'hui j'ai un peu de temps, donc j'essaie aussi de m'octroyer du temps pour être un peu avec moi-même, mais ça va, l'arrivée c'était intense, il y avait beaucoup de choses, maintenant on met les choses en place petit à petit. Donc je viens te déranger sur ton jour de repos. Non mais les discussions, tout comme ça me dérange pas, c'est vraiment, c'est même plutôt chouette. Je vais te poser quelques petites questions. Donc on va commencer par la première. Quelle a été la chose la plus surréaliste que tu as vue ou fait à l'Eurovision jusqu'ici? Oh, c'est une bonne question. Non, en fait, c'est pas surréaliste, c'est ce qui m'a marqué, même au pré-show, c'est la rencontre avec les fans. En fait, il y a une telle passion que
c'est pas que c'est surréaliste, mais c'est en tout cas, on m'avait prévenu que c'était intense et que les gens qui suivent l'Eurovision sont vraiment passionnés. Mais effectivement, là, en arrivant même sur le premier pré-show, par exemple, en Espagne, j'avais l'impression d'être Madonna en arrivant. Je veux dire, c'est assez absurde, l'espèce de passion, d'intensité qu'ils ont. Et c'est très beau à voir, en fait. Et du coup, on se sent vraiment porté, galvanisé. Donc, je sais pas que c'est surréaliste, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a vite marqué, quoi. C'est vraiment la passion que les Eurofans ont. Et j'ai l'impression que c'est assez unique, en fait. Et tu le vis comment, du coup, cet engouement vis-à-vis de ta chanson, de l'aventure en général ? Bien, enfin, c'est en fait un mélange d'émotions. En fait, il y a beaucoup de, c'est très agréable d'une certaine manière, mais aussi ça peut créer beaucoup de pression. Et je pense qu'il faut aussi rester assez à l'écart se créer une espèce de bulle de sécurité, quoi. Je veux dire, être bien focus et concentré sur le travail. Voilà. Après, je pense que c'est une énergie unique, l'Eurovision, c'est une communauté unique et donc il y a plein de choses. Il faut profiter de ça, essayer de vivre le moment présent, mais je pense que aussi c'est important de créer sa propre bulle et d'être bien focus sur la performance. Donc voilà, je reste aussi loin, par exemple, des réseaux sociaux. J'essaie de pas trop plonger là-dedans parce que tu peux vite devenir fou. Ouais, exact. Ça fait quoi d'avoir enfin posé pied sur la grande scène de l'Eurovision ? Alors la première fois que j'ai posé le pied, donc c'était la première répétition, honnêtement ça allait tellement vite, tellement d'infos dans tous les sens que c'était vraiment dur d'être dans le moment présent. J'essayais vraiment d'être concentré sur la plupart des choses, mouvement des caméras, les distances. Il y a tellement d'infos que la première fois, je t'avoue que c'est passé en un éclair et je n'ai pas vraiment profité. C'était plus, ok, il faut le faire, essayons de trouver les marques. Par contre, la deuxième répétition hier, là, j'ai pris un peu plus de plaisir parce qu'il n'y a pas une habitude, mais je veux dire, on commence à comprendre comment ça fonctionne, le système, on commence à connaître le lieu. Donc j'ai pris plus de plaisir et c'est jouissif en fait de voir toute une équipe aussi au taquet, professionnelle, qui travaille dans le même but et avec autant de professionnalisme et surtout d'avoir un espace de jeu comme ça, c'est galvanisant, quoi. Voilà, il faut juste bien s'accrocher, être bien concentré, mais la deuxième fois c'était déjà beaucoup plus de plaisir pour moi. Comment s'est passé le processus pour que tu arrives jusqu'à l'Eurovision aujourd'hui ? En fait, en Belgique, en tout cas en Belgique francophone, il n'y a pas de concours national. Donc là, cette année, c'est Sandrine Rostand qui est la directrice, une des directrices à la RTBF, le broadcaster belge, qui est venue me proposer de représenter la Belgique quand j'étais en tournage sur l'émission Drag Race Belgique saison 1. Et donc je suis juge dans cette émission et un matin en maquillage, elle est venue me demander si je connaissais l'Eurovision, si j'aimais bien et si je voulais représenter la Belgique l'année suivante. Donc il m'a fallu un peu de temps pour concrétiser, processer la demande, mais à quelques heures après, je lui ai dit évidemment qu'il ne fallait pas que je passe à côté. Je pense que j'aurais regretté. C'est une expérience unique. C'est une fois dans sa vie, sauf pour certains, mais je veux dire, c'est quand même. Je crois que j'apprends plein de choses et il peut y avoir énormément d'émotions. Il peut y avoir des choses très positives, des choses parfois plus anxiogènes, mais en fait tout ça, t'apprends des choses en fait. Moi, je fais ce métier pour ça aussi, pour vivre des trucs absurdes et fous et intenses. Et je sais que je vais en sortir grandi aussi d'une certaine manière, quoi qu'il arrive. Justement, en parlant de Drag Race, on sait que le drag a une grande importance dans ta vie d'artiste. Quelle était l'influence du drag dans ton art ? En fait, moi, je vais dans les cabarets depuis quand même longtemps, même avant qu'on m'ait proposé Drag Race et tout ça. C'est une scène à Bruxelles que je suis depuis longtemps. Et moi, j'ai toujours été inspiré, fasciné. Je trouve généralement, elles maîtrisent tous les codes de la pop culture. Elles sont de toute façon en lutte. Leur art, c'est une lutte. Et donc, il y a vraiment une urgence quand elles sont sur scène. Il y a une urgence de dire, de faire, de passer un message. Et c'est cette urgence-là, ce feu-là, que moi, je trouve ultra inspirant en tant qu'artiste. Donc oui, c'est vraiment... C'est pas oublier l'urgence qu'il y a de faire les choses et pourquoi on est sur scène. Et c'est leur lutte et leur faille qui m'inspire vraiment, quoi, et qui me donne envie de me mettre en action et de créer, quoi. Donc être juge pour moi dans une émission comme Drag Race, c'était vraiment... j'étais comme un enfant, quoi. Je veux dire, je suis un fan absolu, donc ça m'inspire, mais j'apprends plein de choses et elle bouscule les codes. C'est une maîtrise de la pop culture aussi qui est unique. Le drag, c'est pas juste de la paillette du divertissement. Il y a de la lutte derrière et surtout une grande connaissance des codes culturels et je trouve que c'est passionnant. As-tu eu d'autres soutiens en Belgique ? Tu veux dire des soutiens ? Oui, je sens qu'il y a un support et un soutien global dans mon pays. Et en fait, en Belgique, j'ai l'impression que la Flandre, le nord du pays,
est encore plus attaché à l'Eurovision. Enfin, il y a vraiment une espèce d'effervescence. Le sud du pays commence aussi à s'y intéresser de plus en plus. Mais du coup, comme on a un pays parfois compliqué, divisé, ce qui me touche beaucoup, c'est que je sens vraiment un support qui vient et du nord et du sud. Et moi, c'est aussi ce que je voulais en venant à l'Eurovision, c'est d'avoir une team créative qui est composée de gens, de flamands, de bruxellois et de wallons, pour prouver qu'on peut aussi travailler ensemble et que la musique peut aider à travailler ensemble aussi, dans un pays qui est complexe et où on a parfois du mal à s'entendre. Et là, c'est la preuve qu'on peut le faire. Et ça, je veux maintenir ça jusqu'au bout. Et quoi qu'il arrive, je suis fier d'avoir une équipe belgo-belge, mais à 100%, pas juste francophone, wallonne. Mais donc, je sens un soutien qui vient un peu de partout dans le pays. Et ça, c'est hyper jouissif. Ouais, c'est trop cool. L'Eurovision, c'est également des rencontres. Avec qui as-tu créé des liens pendant cette aventure Eurovision? Je sais pas pour vous frotter la manche, mais Slimane, on s'entend très bien. On s'est déjà parlé un peu avant sur Instagram. Puis après show à Amsterdam, on a eu l'occasion d'aller boire des verres ensemble après le show. On a vraiment bien connecté. Et là, on reste en contact. Franchement, j'ai adoré rencontrer Slimane. Il est vraiment trop cool. Après, avec Nemo, on a beaucoup, beaucoup sympathisé aussi. Sylvester, Aiko, République tchèque. En fait, la vibe et le mood global dans le groupe, il est très, très positif. On n'est pas du tout je ne ressens pas du tout l'aspect concours. On est vraiment comme dans une classe, quoi. C'est un peu une colo. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est exactement. Et je trouve ça hyper agréable. Voilà, mais je pourrais en citer d'autres. Après, on a tous des programmes bien chargés et différents, mais l'ambiance est très, 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 très cool, quoi. Comment partages-tu l'émotion de ta chanson? On sait qu'elle signifie beaucoup pour toi. Qu'est-ce qu'elle signifie et comment tu partages l'émotion justement de la chanson? C'est une chanson très personnelle. C'est un peu cliché de dire ça, mais pour le coup, c'est vrai. C'est une chanson qui parle de résilience et en gros, elle est vraiment construite en deux parties. La première partie est quelque chose de plus inquiet, un peu plus mélancolique. Il y a un constat que la vie peut être fragile, qu'on peut être en lutte pour différentes raisons. Ça peut être un rejet familial, ça peut être une maladie, toutes sortes de luttes qu'on traverse dans sa vie. Et puis la deuxième, c'est une sorte de déclic, de switch, de prise de conscience, qu'à un moment, on n'a pas assez de temps et qu'il faut vivre sa vie de manière la plus intense possible, qu'il faut tout essayer, qu'il faut être le plus libre possible et qu'il y a une urgence en fait. Et donc c'est vraiment, tout est basé sur le sentiment d'urgence et c'est pour ça qu'il y a cet aspect répétitif assumé dans la chanson. Et je sais que je lisais beaucoup de gens qui me disaient mais c'est très répétitif, la fin il dit tout le temps la même chose. Mais en fait c'est parce que le propos demande ça, le sentiment d'urgence, le fait de marteler Before the Party's Over 8 fois pendant une minute, c'est tout à fait pour souligner ce sentiment d'urgence. C'est comme un espèce de cri d'alarme. C'est en ça que pour moi c'est vraiment une chanson c'est une ode à la vie, quoi. Je veux dire, c'est vraiment vas-y, t'as pas le temps, la fête elle est très littéralement, elle est bientôt terminée, donc il faut que tu vives le plus intensément possible et que tu n'aies pas de regrets en gros, globalement. Donc c'est aussi sur la résilience, c'est un mot qui revient souvent par rapport à cette chanson. Et elle est très personnelle aussi parce qu'elle est construite un petit peu, moi, comme mon parcours, c'est-à-dire que la première partie est un petit peu plus enfermé dans une boîte un peu plus timide, et puis la deuxième, il y a le climax, c'est un déclic où je me sens plus libre, plus confiant, plus libre, quoi, plus assuré dans ce que je suis, et du coup c'est vraiment la chanson est comme ça en fait. Il y a vraiment une montée, c'est jusqu'au climax, il y a vraiment un truc très progressif, et ça c'était vraiment le souhait aussi, quoi, parce que pour avoir lâché prise à la fin, il faut créer un build-up, il faut qu'il y ait un escalier, quoi. On peut pas arriver à une puissance émotionnelle comme ça sans avoir créé un build-up. Et donc Before the Party's Over, c'est aussi une chanson qui est construite en deux parties, mais qui a pour originalité, pour élément un peu particulier, d'être composée d'une grande chorale, une chorale assez massive à la fin. Pour la partie la plus lumineuse de la chanson, celle qui est la plus fédératrice, avec le message d'espoir derrière, j'avais vraiment envie que plein de gens dans le monde entier y participent en fait. Donc j'ai fait vraiment un appel aux voix, et donc j'ai reçu des centaines, enfin plus de 1000 voix du monde entier, de tous les continents. Je voulais vraiment que le message central de la chanson, qui est ce message sur la résilience, soit chanté par énormément de gens. Je trouvais ça aussi symboliquement fort, notamment de prendre le slogan de l'Eurovision au pied de la lettre, United by Music, et je trouve que le propos de cette chanson, à la fin de cette chanson, vraiment permettait ça. Je voulais pas une chorale trop lisse de chanteurs pros. Je voulais vraiment des accents différents, l'énergie des gens, en fait. Donc c'était très émouvant pour moi d'entendre les paroles de la fin scandées et chantées parfois mal, mais c'est pas grave, l'effet de groupe rend ça très, très beau. Et d'avoir tous ces accents différents, chanter ces mots-là, ça, je trouve que ça renforce l'aspect...
plein d'espoir positif et résilient de la chanson, de cette fin, de ce climax. Ça renforce l'aspect émotionnel aussi. Je trouve ça très jouissif d'aller sur cette scène et d'avoir toutes ces voix-là. Je me sentirais un peu moins seul sur cette énorme scène. Et voilà, je pense que c'était pour moi important de faire ça comme ça. Et c'est pour ça, du coup, les plusieurs micros sur la scène, ça représente toutes ces personnes-là? Complètement. Je voulais vraiment rester cohérent par rapport à l'univers du clip. Et effectivement, tous ces voix-là, ces micros, ce sont toutes ces âmes qu'on entend à la fin de la chanson. Et c'est une manière de les représenter très concrètement quoi, sur la scène. Regardes-tu l'Eurovision depuis longtemps? Et quels sont tes premiers souvenirs, tes artistes préférés? Dis-nous en plus. J'ai regardé quand j'étais petit avec ma famille, mais honnêtement, j'ai des souvenirs très vagues. C'est plus des souvenirs de soirées, de longues soirées où je m'endormais. Enfin, j'étais petit et beaucoup de couleurs et tout ça. Donc, j'ai des souvenirs très vagues. Mais l'Eurovision, j'ai vraiment repris goût. J'ai reconnecté à l'Eurovision il y a 4-5 ans. Et notamment, la performance de Maneskin m'a vraiment donné envie de le faire. Là, il y a vraiment eu aussi une espèce de déclic. Ouais, voilà, où je me suis dit, là, j'ai vraiment... Je me dis, ils ont l'air de s'amuser sur scène, ils ont l'air d'être libres. Et j'ai vraiment envie de goûter à ça, quoi. Merci beaucoup Musti d'avoir participé au podcast officiel de l'Eurovision. Nous partons désormais en Arménie, car oui, cette année le pays est représenté par un groupe francophone, la Daniva, qui avec sa double culture interprétera Jaco sur la scène de l'Eurovision. Bonjour la Daniva, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va super. Ça va super également. Comment ça se passe à Malmö? La Suède vous plaît? Oui, c'est cool, on est arrivé et apparemment il y a une fois par an ici le soleil, ça tombe quand on est là, donc ça fait plaisir. Ouais, mais il y a quand même du vent, du coup je suis un peu enrhumé quand même, mais à part ça c'est cool. Ça va que tu chantes pas alors parce que... Jaco, ça parle de quoi? Alors Jaco, c'est mon petit nom et cette chanson, ça parle je l'ai écrit en fait sans savoir que je vais le chanter pour toute l'Europe un jour. Mais je l'ai écrit un peu en mes sentiments qui grandissaient au moi depuis que je suis petite, parce qu'on me disait comment je devrais me comporter, que je suis une fille, alors il faut que je me comporte comme ci, comme ça, il faut que je m'habille comme ci, comme ça, les choix et tout. Donc en fait, ça parle d'une fille qui a envie d'être libre, qui a envie de danser, qui a envie de faire ses choix dans la vie et ne pas être jugée, ne pas écouter ce qu'on lui dit. Pourquoi l'Eurovision? Pourquoi pas? Ok, ça marche. Et toi, pourquoi l'Eurovision? Bah c'est la télévision arménienne qui nous a proposé de participer et puis bah voilà, c'est un petit honneur. Voilà, je sais pas, j'avoue c'était pas mon rêve, mais quand même je me suis dit ça doit être marrant de voir à quoi ça ressemble. Quelles sont les émotions que vous ressentez quand vous performez, car vous avez l'air de vous éclater sur la scène? C'est vrai qu'en fait c'est un peu un challenge de passer de stress, parce que c'est quand même stressant, surtout quand la première répète, là, on est là sur cette énorme scène, un peu, tout est énorme, et les lumières qui s'éteignent, qui fait 3, 2, 1, tout. Là, ce moment-là, t'es dans un game, là. Et en fait, c'est un peu stressant, du coup, on essaie de dépasser ce truc-là et essayer de s'amuser, parce que c'est ça qu'on fait tout le temps. Qu'est-ce qu'apporte la double culture franco-arménienne dans votre musique? C'est moi et Louis. On apporte la double culture. Du coup, ouais, j'ai écrit en arménien, j'ai ma culture arménienne qui j'apporte, un peu culture caucasienne et tout, de musique. Et puis Louis... Ouais, en fait, au-delà déjà juste de Arménie-France, notre musique, elle est vraiment métissée et puis on puise dans des influences un peu de plein de musiques traditionnelles dans le monde. Africain, Amérique latine, Balkans, île de la Réunion beaucoup parce qu'on y va souvent. Voilà. Tu joues combien d'instruments? J'en joue pas mal. Hein. Principalement, je joue la trompette, la guitare, des flûtes, du piano, contrebasse. Mais après, vraiment plein de variantes. Je passe mon temps à faire que ça. En vrai. Je passe mes journées à travailler des instruments. Parce qu'il faut savoir que dans la green room, dans la bubble, partout, il passe son temps à jouer de la trompette. Toutes les délégations l'entendent et adorent ça, justement. Non, justement, ils adorent. Tant mieux, parce qu'ils vont vivre ça encore plusieurs jours. Apparemment, vous avez appris toutes les autres chansons de cette Eurovision. Est-ce que vous pouvez en dire plus à propos de ça? Où est-ce que tu as eu cette information, toi? Ouais, alors bon, on n'a peut-être pas tout vu, mais ouais, on a passé un moment à écouter, à relever, écrire les accords sur des petits bouts de papier. Trop bien, vous allez faire quelque chose avec ça ou surprise? On sait pas encore.
Surprise! Combien de temps ça t'a pris à écrire Jaco et c'était quoi les influences? Oui, bah, je l'ai écrit assez rapidement, comme toutes les chansons quand j'écris, c'est direct l'idée qui arrive. Et après, le reste, il arrive assez rapidement. J'étais à ce moment-là à Rome, en Italie, dans un parc, exactement dit. Voilà, c'est arrivé assez rapidement. Après, il n'y a pas beaucoup de texte aussi. Bah, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de texte pour s'amuser. Comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés dans un bar à Lille, c'est un bar de jazz, où il y a des jams de jazz qui se passent. Bah, on s'est rencontrés là-bas, je suis arrivée, je vois un grand trompettiste, je me suis dit « Wow, ça joue bien là !» Et il m'a vu, il a dit « Wow, ça chante bien ouais. !» Et voilà, après on s'est croisés dans les conservatoires de Lille, et on a fait du jazz ensemble, et voilà, c'est parti. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui vous plaît le plus à Paris ou à Lille? Ben moi j'aime bien Paris pour vraiment l'offre culturelle et puis aussi comme j'adore jouer du jazz et aller dans des jam sessions. Donc les jam sessions c'est les endroits où les musiciens ils vont pour se rencontrer et jouer ensemble. Et bah à Paris il y a vraiment une grosse offre et puis très qualitative. Donc pour ça moi j'aime bien être là-bas. Moi le Paris j'aime bien pour le choix des restaurants et des friperies. Et à Lille j'aime bien parce qu'il y a ma mère et aussi j'ai des bons coachs sportifs et en équipe que j'aime bien, voilà. Et en plus, la ville, elle est plus tranquille à Lille, je préfère. Est-ce que vous sentez du soutien d'autres pays francophones? Bah, c'est pas forcément francophone, c'est tellement varié en fait. Après, on était allé à Québec, on était allé à Montréal il y a quelques semaines encore. Et le public, il était très chaleureux là-bas. Après, il y avait beaucoup d'Arméniens, mais il y avait aussi des Montréalais. Voilà. Montréalais, trop forte. Voilà, les fans aussi d'Eurovision qui sont venus à nos concerts, donc c'était cool. Merci beaucoup la Daniva, on vous souhaite le meilleur pour l'Eurovision et merci d'avoir écouté ce podcast en français.